Chapitre 16. Le laboratoire, comprenant l'urgence de la situation, travailla toute la nuit sur le matériel de l'avorteuse. Celle-ci fut interpellée à son domicile peu après le lever du soleil. À la suite d'une perquisition qui ne donna aucun résultat, on l'amena à Scotland Yard, où elle fut immédiatement reçue par Scott Marlowe, qui partageait un solide petit déjeuner avec Higgins. En ce début de matinée du 22 septembre, le superintendant entrevoyait enfin un espoir. Martha Sidwell avait la tête rentrée dans les épaules. De ses doigts virils, elle serrait la lanière d'un modeste sac à main. Elle hésita à entrer dans le bureau du superintendant. « Asseyez-vous, Madame Sidwell. Je suis arrêté ? Nous n'en sommes pas encore là. Alors pourquoi des policiers sont-ils venus me chercher chez moi ? Il y a des éléments nouveaux, précisa Higgins, qui se tenait derrière l'étrange sage-femme. Vous nous avez menti sur vos activités véritables. Je soigne les gens. Vous êtes une avorteuse, Madame Sidwell. Votre matériel est en notre possession. Vous devriez me le rendre, j'aide de pauvres filles dans la détresse. Contre rétribution, ajouta Scott Marlowe indigné. Payé comme tout le monde. Vous aussi vous êtes payé. La comparaison est insupportable, tonna le superintendant. Vous ne percevez pas la gravité de votre situation. Vous possédez des connaissances anatomiques suffisantes pour avoir mutilé vos victimes de manière horrible mais précise. Votre clientèle, ce sont précisément les femmes de mauvaise vie et elles seules. Je n'exerce pas qu'à Whitechapel, précisa Martha Sidwell. D'ailleurs, je ne suis pas avorteuse, mais aide-soignante. Aucune femme ne témoignera contre moi. C'est vous qui avez tout inventé. Devant un tribunal, vos accusations ne tiendront pas. Et votre matériel ? Pourquoi était-il caché dans une arrière-cour de Whitechapel ? J'ignore de quoi vous parlez. Je ne possède aucun matériel. Scott Marlowe blêmit de rage. Derrière Martha Sidwell, Higgins lui fit signe de se taire, plaçant l'index droit sur ses lèvres. Vous pouvez partir, Madame Sidwell, dit l'ex-inspecteur-chef. Dans un proche avenir, nous aurons probablement à vous interroger de nouveau. Et comme vous voudrez. Moi, je n'ai rien à me reprocher. L'avorteuse se leva et, prenant son temps, sortit du bureau sans saluer les deux hommes. Le superintendant était abasourdi. Mais enfin, Higgins, nous tenions l'assassin et vous le laissez quitter librement le yard. Avez-vous observé ses mains ? Ce sont celles d'un homme. Elle était tout à fait capable d'étrangler ses victimes et de les mutiler. Il reste un détail à résoudre. Elle a dû se déguiser. Une fois son crime accompli, elle a caché les instruments avec lesquels elle a torturé les cadavres. Une sage-femme prise de folie, se déchaînant contre les pauvres filles qu'elle ne supportait plus. Les actes d'une folle qu'il faudrait interner au plus tôt. Higgins demeurait pensif. C'est une théorie tout à fait intéressante, mon cher Marlowe. Jack l'Éventreur, une femme. Pourquoi pas ? Martha Sidwell est calme, a beaucoup de sang-froid, n'est la proie d'aucune émotion. On l'imagine assez bien en tueuse implacable. Mais il y a les résultats provenant du laboratoire. Je sais, Higgins, je sais. Le matériel d'avorteuse de Martha Sidwell avait été examiné avec la plus grande attention. On avait bien identifié des traces de sang humain, mais il ne s'agissait pas de celui des deux victimes. Nous n'avons contre elle aucune preuve, constata l'ex-inspecteur-chef, ni même un indice un peu solide qui nous permettrait de l'envoyer en prison. C'est quand même une avorteuse, protesta le superintendant. À nous de le démontrer. Et de nombreux témoignages, nous n'en aurons aucun, mon cher Marlowe. Martha Sidwell a raison. On a bien voulu nous aider pour découvrir une vérité, mais personne ne voudra aller plus loin. Si cette femme est l'assassin, c'est à nous de démontrer le mécanisme de ces crimes. Le superintendant maintint sa position. Je suis persuadé que cette Martha Sidwell est une démente. Son calme apparent cache une formidable agressivité, une volonté de revanche contre un monde qui l'a exclue. Elle se venge sur des êtres faibles à portée de sa main. Ces meurtres ont été prémédités. Ne connaissait-elle pas à la perfection le quartier de Whitechapel ? En écoutant attentivement Scott Marlowe, Higgins prenait des notes sur son carnet noir. C'est assez convaincant, reconnut-il. Malheureusement, rien de concret. Le superintendant était sensible à l'intérêt que lui portait son collègue, mais devait admettre son jugement. Le téléphone sonna. Marlowe décrocha le combiné. « J'écoute. Comment ? Quand ? Montez-le dans mon bureau. » Il raccrocha intrigué. « Un message urgent à votre attention, Higgins. » L'ex-inspecteur-chef et le superintendant reconnurent à l'écriture. C'était celle de la lettre de dénonciation qui avait permis à Higgins de découvrir, chez l'avocat Montague Fitward, des scalpels et une chemise tachée de sang. Le texte était bref. Si vous voulez en savoir plus sur Jack l'Éventreur, rendez-vous cet après-midi à 15h à l'église Saint-Paul, Inigo Place. Venez seul ou je ne me montrerai pas. C'est un piège, estima le superintendant. N'y allez pas. J'envoie plusieurs hommes armés et je fais boucler le secteur. Surtout pas. Nous devons tenter de saisir la moindre chance qui s'offre à nous. Je n'accepte pas que vous risquiez votre vie.
Il s'agit d'un endroit très respectable, mon cher Marlowe. L'heure n'a rien d'inquiétant et Jack l'Éventreur ne tue que des femmes. L'église Saint-Paul, dans le quartier de Covent Garden, était une bâtisse lourde et épaisse. D'une redoutable laideur, détruite par un incendie en 1633, elle avait été reconstruite à la fin du XVIIIe siècle par un certain Hardwick qui avait tenté de reproduire l'œuvre originale d'Inigo Jones. Les critiques d'art parlaient d'un style très dépouillé. La façade se composait d'un fronton triangulaire, avec une horloge en son centre, reposant sur de lourdes colonnes qui se voulaient toscanes. Les pierres, noircies par la fumée et la pollution, rendèrent l'édifice sinistre. Sa principale fonction était de servir de lieu de rendez-vous à des sommités du tout Londres. N'était-ce pas sous le porche de Saint-Paul que, dans le Pygmalion de Bernard Shaw, Eliza Doolittle avait rencontré le professeur Higgins, l'ex-inspecteur-chef, quant à lui, se rendit de l'autre côté de l'édifice, à Inigo Place. Une allée, bordée de lampadaires et de bancs de bois, menait à l'entrée de l'église, placée sous une petite rosace encadrée de 2 vitraux oblongs. Au-dessus, le fronton triangulaire comportait également en son centre une horloge avec, de part et d'autre, des ouvertures carrées laissant 2 cloches apparentes. Quelques arbres et des massifs de rosiers rendaient Inigo Place un peu champêtre. À 14h50, Higgins s'assit sur un banc et s'adonna à la contemplation d'un rosier donnant de belles fleurs jaunes, mais qu'il jugea taillé sans génie et à l'emporte-pièce. Le lieu était désert, à l'exception de quelques pigeons qui roucoulaient avec obstination. À 15h, un homme sortit de l'église. Vêtu d'un manteau bleu marine lui descendant jusqu'aux chevilles, coiffé d'un chapeau à large bord, il dissimulait son visage avec un cache-nez. En raison de la température devenue très fraîche et d'un vent violent qui poussait vers Londres des nuages, venus de l'ouest, cet accoutrement pouvait se justifier. L'homme s'assit à côté de Higgins sans le regarder. « C'est bien, » dit-il en parlant à travers son cache-nez. « Vous êtes venu seul. »« Vous pouvez vous exprimer normalement, Sir William, conseilla Higgins. Vous m'avez reconnu ?»« Simple intuition. » Le chirurgien ôta chapeau et cache-nez. Une profonde anxiété marquait ses traits. Il paraissait beaucoup moins sûr de lui que lors de son premier interrogatoire. « Pourquoi avez-vous refusé de me voir, Sir William ? Alors que nous étions convenus d'un rendez-vous ? Vous vous cachiez lorsque je conversais avec votre épouse. Sans doute tentiez-vous d'entendre nos propos. » Le chirurgien plaqua la paume des mains sur ses favoris, comme s'il se giflait pour se réveiller et sortir d'un cauchemar. « Exact, inspecteur. J'avais peur. »« Que redoutiez-vous donc ? » ?»« D'être arrêté. Scotland Yard ne lâche pas ses proies, même quand elles sont innocentes, comme moi. Ce sont ma réputation et ma carrière qui se jouent. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Si les soupçons se concentrent sur moi, je perds ma dignité. Vous risquez de perdre bien davantage, indiqua Higgins. Confirmez-vous les propos de votre épouse ? Oui. Elle ne sait pas mentir. Lord Kibert Rennick est donc bien l'un de vos amis. Je hais ce type. On se connaît, c'est vrai, mais je le déteste. Ses manies, son arrogance. Pourquoi le fréquenter ? Un mot de lui, et les plus grandes fortunes d'Angleterre accourent. C'est grâce à son intervention que j'ai pu me constituer une clientèle magnifique, qui ne conteste pas mes honoraires. Je lui dois beaucoup, beaucoup trop. Avec moi, il s'amuse. Je suis le petit prolétaire qu'il a élevé au rang de chirurgien mondain. Je dépends de lui, et ça, je ne peux pas le lui pardonner. Savez-vous pourquoi il se rend régulièrement à Whitechapel ? Je l'ignore. C'est un homme très secret. Il parle peu. En réalité, je ne sais rien de lui. Être duc, paraître duc, agir en duc est sa vocation. Reconnaissez-vous utiliser des bas de soie pour orner les jambes des femmes que vous avez séduites ? Sir William Jameson continuait à regarder devant lui. C'est un fait. Chacun ses manies. Pourquoi vous être tu sur ce point ? J'ai ma pudeur. Je suis honteux que vous l'ayez appris. Higgins consulta son carnet noir. Il constata que les présomptions contre Sir William Jameson s'accumulaient, les détails s'ajoutaient les uns aux autres, allant dans le même sens. Vos hôtesses de Whitechapel bénéficiaient donc de cet hommage à leur beauté ? Le chirurgien approuva d'un hochement de tête. Pourquoi avez-vous frappé l'une d'elles ? Qui vous a raconté ça ? Répondez, exigea Higgins. Bon d'accord, je me suis un peu énervé. Elle ne voulait pas enfiler les bas ? Vous vous rendez compte ? Ce n'est quand même pas grand-chose. Et je n'aime pas qu'on me résiste. À Whitechapel, ça n'a pas été bon pour ma réputation. Ces dames m'ont averti qu'elles se ligueraient contre moi si je recommençais. Alors, je me suis tenu tranquille et tout s'est bien passé. En raison de vos multiples expériences, Sir William, vous avez contracté une maladie que vous avez transmise à votre épouse. Elle l'a rendue stérile. L'un et l'autre, par votre faute, avaient été condamnés à une existence sans enfant. Ça vaut peut-être mieux ? Je ne crois pas que j'aurais réussi à renoncer à mes instincts. Je suis fait comme ça. Personne n'y changera rien. Souffrez-vous beaucoup de ne pas être père ?
Ça dépend des moments. Un beau gâchis, c'est sûr. Et je suis le seul responsable. Difficile à supporter. À Oxford, vous étiez l'ami et le mentor de Montagu Fitward. Vous lui avez déconseillé d'exercer la profession de médecin, bien qu'il ait obtenu son diplôme. Quelles étaient vos raisons? Montagu est un homme réservé, sans aucune personnalité. Au lieu de rassurer ses patients, il les aurait affolés. J'ai tenté d'éviter une catastrophe. L'avenir m'a rendu justice. Montagu est devenu un excellent avocat. Pendant vos études, vous sortiez ensemble. Quelquefois, comment M. Fitward se comportait-il avec les jeunes filles? De manière bizarre, tantôt très froid, tantôt excité. Vous, chirurgien, lui, avocat, avez-vous continué à vous revoir? Sir William Jameson hésita. Quelquefois, vous êtes-vous rendus ensemble à Whitechapel pour y fréquenter des dames de mœurs légères? Non, une seule fois je l'ai croisé dans ce quartier. Ça m'a beaucoup surpris. Il n'a pas consenti à s'expliquer. Montagu dans ce quartier, vraiment étonnant, à moins qu'il ne soit retourné vers ses anciens démons. C'est-à-dire, à Oxford, comme les jeunes filles de bonne famille le repoussaient, il s'est orienté vers des amours plus faciles. En tant qu'avocat, il aurait dû être rangé. Mais qui peut se vanter de connaître un homme? Il suivait peut-être mes traces. Une averse se déclencha. Souhaitez-vous entrer dans l'église? Non, je n'en suis pas digne. L'eau du ciel me purifiera peut-être. Pourquoi avoir dissimulé chez votre ami Montagu des indices susceptibles de le faire accuser de meurtre? Et pourquoi m'avoir fixé ce rendez-vous? La honte, inspecteur, la plus insupportable des hontes. C'est bien moi qui me suis introduit chez Montagu et qui ai caché les objets dans la cheminée de son salon. Les scalpels m'appartiennent. La chemise aussi. Je hais les chats. Il m'arrive d'en égorger par plaisir. C'est le sang de l'un d'eux qui l'a taché. En la plaçant chez Fitward, je me dédouanais. Mais je l'accusais. Cela vous paraîtra peut-être étonnant, mais je n'y avais pas songé. Je me préoccupais uniquement de moi, de mon avenir, et pas de lui. Trop, c'est trop. Je n'avais pas le droit d'agir ainsi. C'est pourquoi j'avais besoin de me dénoncer. Le sac de cuir n'appartient pas à Montagu. Même s'il n'est plus l'ami d'autrefois, il ne mérite pas d'être désigné du doigt comme un assassin. La lettre de dénonciation, c'est moi qui l'ai écrite. Je suis un monstre, inspecteur, un monstre qui se repent et demande pardon. Quand avez-vous pénétré dans l'appartement de Montagu Fitward? Le 19 au soir? C'est ça? C'est ce qui explique l'absence de suie et de poussière sur le sac, indiqua Higgins. Un sourire inquiétant anima les lèvres du chirurgien. J'y tiens beaucoup à ce sac. Il est très joli. J'ai pris soin de ne pas le salir. Pauvre Montagu. Je lui ai causé du tort, je le sais bien. J'espère qu'il me pardonnera. Il ne risquait pas grand-chose. Une expression d'étonnement s'inscrivit sur le visage de Sir William Jameson. Que voulez-vous dire? La chemise tachée de sang portait vos initiales. WJ, elle vous désignait, vous, et pas Montagu Fitward. Le chirurgien était abasourdi. Mais je croyais que cette chemise était vierge de toute inscription. Je me suis donc trompé, complètement trompé. D'une certaine manière, estima Higgins,